Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle rencontre sur le thème de la gestion de la prévoyance et de la complémentaire santé. Je suis Stéphanie Masson, conseillère en entreprise à la MSA Grand Sud et je serai accompagnée aujourd'hui par les conseillers de la MSA du Languedoc, Hervé Garcia et Patrick Vernier. Donc, pour commencer, nous allons voir quelques petites consignes. Donc, en premier, nous vous invitons à poser vos questions dans le question-réponse en précisant vos noms, prénoms, raison sociale et adresse mail. Nous vous précisons qu'en fin de présentation, vous aurez un questionnaire de satisfaction que nous vous invitons à compléter. Et ensuite, la vidéo et les documents que nous allons vous présenter aujourd'hui seront disponibles sur nos sites dans l'espace employeur dès la semaine prochaine normalement. Pour commencer, donc, nous allons voir le sommaire. Donc, en premier, nous allons parler des grands principes de la gestion de la prévoyance. Puis, nous continuerons par l'affiliation des salariés au risque maladie, maternité, invalidité et décès. Nous continuerons par un gros focus sur la complémentaire santé, notamment l'adhésion des entreprises, l'affiliation des salariés et les cas de dispense. En suivant, nous verrons les bonnes pratiques déclaratives en DSN et nous finirons par le sujet du moment, la fiabilisation des données en DSN. Voilà, donc pour commencer la première partie sur les grands principes de la prévoyance, je vais donner la parole à Hervé. Bonjour à tous, donc Hervé Garcia, je suis conseiller en entreprise à la MSA du Languedoc. Donc, pour commencer sur les grands principes de la prévoyance, il nous a semblé utile de vous partager une définition. Alors, on ne réclame pas la paternité, c'est une définition du Conseil national de l'ordre des médecins qui dit que la prévoyance complémentaire représente l'ensemble de dispositifs permettant aux salariés d'améliorer sa protection sociale en percevant des prestations complémentaires à celles versées par le régime obligatoire de la sécurité sociale. Donc à partir de là, tout est dit, le décor est planté. Donc il existe 3 principaux risques: le décès, la garantie incapacité de travail que l'on nomme de façon technique l'AGIT, et la complémentaire frais de soins, la complémentaire santé que l'on nommera également CFS. Donc la CFS, elle, a été introduite et est obligatoire, contrairement à la prévoyance complémentaire et qui, elle, est en principe facultative. Toutefois, la prévoyance complémentaire est rendue obligatoire en application de deux parties. D'une part, la convention collective ou d'un accord autonome d'entreprise, et d'autre part, d'un accord de branche pour les salariés cadres. Alors, un des grands principes, donc, c'est que l'entreprise doit adhérer auprès d'organismes de prévoyance afin de couvrir ses salariés sur les 3 risques. Et enfin, la MSA a délégation de gestion pour l'ouverture des droits des titulaires, pour le recouvrement des cotisations et le paiement des garanties pour les salariés non cadres, mais uniquement pour les partenaires qui nous ont donné délégation de gestion. Par contre, y compris sur ces organismes, chaque organisme de prévoyance garde autorité sur la signature des contrats. Ce qui va nous amener au deuxième point. Donc les fondamentaux de la prévoyance. Et là, ce qui est important de retenir, c'est l'enchaînement entre les différentes démarches auprès de qui vers se tourner. Première démarche, l'entreprise doit adhérer auprès d'un organisme de prévoyance par la signature d'un contrat. Donc là, inutile d'appeler la MSA pour contractualiser, tout se fait auprès des organismes de prévoyance. Ensuite, les partenaires qui ont confié délégation de gestion à la MSA, et on verra lesquels ils sont, on vous en a cité quelques-uns tout à l'heure. Donc ces partenaires vont transmettre à la MSA par flux informatique les données d'adhésion de l'entreprise, et ça permet à nous, MSA, d'enregistrer ces données, et donc de mettre à disposition des employeurs la fiche de paramétrage correspondant au contrat. Fiche de paramétrage que vous retrouvez de façon classique, soit sur le tableau de bord DSN, soit dans les services en ligne, Mes attestations professionnelles. Donc le chemin est celui-ci, l'entreprise adhère auprès d'un organisme de prévoyance, l'organisme de prévoyance informe, sous réserve que la MSA soit en délégation de gestion, la MSA par flux informatique, nous enregistrons le tout et nous vous mettons à disposition les fiches de paramétrage. Alors, pour les organismes sur lesquels nous n'avons pas délégation de gestion, naturellement, c'est ces organismes en question qui vous mettront les fiches de paramétrage à disposition. Par la suite, donc,
Le rôle de la MSA, donc sur les organismes pour lesquels nous avons délégation de gestion, on va affilier les salariés non cadres auprès de l'organisme assureur sur la base des déclarations d'embauche. Par la suite, donc, la MSA sera destinatrice des cotisations et gérera le recouvrement dans le cadre de la délégation de gestion. Et enfin, in fine, la MSA va gérer les prestations complémentaires des salariés non cadres. Et donc, pour conclure, les organismes de prévoyance conservent, quoi qu'il en soit, la gestion des populations cadres. Donc, à aucun moment, la MSA n'a délégation de gestion pour les cadres, si ce n'est dans le versement de prestations et encore dans certains cas. Voilà. Donc, il faut bien retenir le cheminement tout au long du processus, que ce soit en amont pour la contractualisation jusqu'en aval, la déclaration en DSN qu'on verra plus tard, et les démarches. Donc la première démarche est véritablement envers le partenaire qui, si nous avons des délégations de gestion, nous envoie les informations et par la suite, la MSA va gérer sur la base des déclarations d'embauche les droits des salariés, les cotisations et le recouvrement. Donc voilà pour ces premiers fondamentaux, mais il nous semblait important de vous rappeler ces quelques points, parce que très souvent, nous avons des contacts avec des employeurs ou des cabinets comptables qui nous demandent pour l'adhésion, etc. Le premier point d'entrée, c'est véritablement le partenaire. Voilà pour ces points, pour ces premiers principes, et je vais donner la parole à Stéphanie pour la suite de la présentation. Alors, nous allons continuer par l'affiliation des salariés en prévoyance. Donc, sur ce thème-là, nous allons différencier les deux risques, le risque d'essai et le risque garantie d'incapacité de travail. Donc, pour le risque d'essai, l'affiliation des salariés doit être réalisée au premier jour du contrat pour tous les accords locaux des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales. L'affiliation doit être gérée à 6 mois d'ancienneté pour les entreprises qui relèvent de l'accord national de la prévoyance et toujours pour les cadres, comme le disait Hervé tout à l'heure. Concernant le deuxième risque, l'affiliation au risque GIT, garantie incapacité de travail, de maladie maternité. Donc là, il y a plusieurs dates à retenir selon l'accord qui s'applique. Donc, pour le premier cas, pour les accords locaux de la Lozère, l'accord local des Pyrénées-Orientales, l'accord de la zone céréalière de l'Aude et l'accord national du paysage, l'affiliation des salariés se ferait au premier jour du contrat, dès l'embauche. Pour, par contre, les accords de la zone viticole de l'Aude, l'affiliation se fera à 1 mois d'ancienneté. On retient donc, enfin, l'affiliation après 1 mois d'ancienneté, ça sera au premier jour du mois civil qui suit cette ancienneté. Et pour les entreprises de travaux et les entreprises forestières, ça sera à 3 mois d'ancienneté, toujours après le premier jour du mois qui suit. Et enfin, pour les accords locaux des départements du Gard, de l'Hérault, l'accord de la production agricole et l'accord national de prévoyance, ça sera après 6 mois d'ancienneté continue. Voilà, donc il est important de savoir de quel accord vous relevez dans ces différents cas. Je vais donner la parole à Pat pour le point suivant. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les questions-réponses pour que nous puissions y répondre entre chaque paragraphe. Donc, bonjour à tous, Patrick Vernier, conseiller en entreprise à la MSA du Languedoc. Et pour ma part, je vais vous parler de la complémentaire santé avec l'adhésion des entreprises et l'affiliation des salariés, des cotisations, les dispenses. Voilà, on va essayer de faire vraiment un global sur ce sujet-là. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, comme le disait Stéphanie, à poser vos questions dans le fil de discussion au fur et à mesure, hein. Donc, le premier point, c'est que la complémentaire frais de soins, frais de santé, hein, donc plus communément CFS, a été rendue obligatoire par le législateur au 1er janvier 2016. Donc c'est une responsabilité de l'employeur de mettre en place cette garantie pour ces salariés-là. Et donc le contrat suppose qu'effectivement, il y a une participation du salarié, mais également de l'employeur, à minima à hauteur de 50%. Sur les paysagistes, on va retrouver une participation employeur à hauteur de 60%. Voilà, mais généralement, on est sur 50%. Ce contrat CFS
doit respecter un panier de soins minimum, hein, donc ce qu'on appelle aussi des contrats responsables. Donc c'est des garanties qui sont à minima proposées dans ce contrat et qui doivent être respectées pour que effectivement le contrat soit validé. Donc on va retrouver deux situations, hein, donc, pour une entreprise. Soit l'entreprise dépend d'un accord de branche ou d'un accord collectif local. À ce moment-là, il peut y avoir une souscription d'un contrat collectif auprès de l'assureur qui aura été recommandé ou labellisé par les partenaires et les partenaires sociaux, hein, donc syndicats et cetera, hein. Et sinon, il peut y avoir également une souscription auprès d'un organisme en toute liberté, mais dont la couverture sera au moins équivalente à l'accord de base signé avec les partenaires. Si l'entreprise ne dépend pas d'un accord de branche, donc il peut y avoir la mise en place d'un contrat complémentaire frais de santé, soit par un accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale de l'employeur. Là aussi, donc l'employeur a toute liberté de choisir son assureur, donc que ce soit un partenaire référencé ou un autre partenaire, du moment qu'il y a aussi ce respect du panier de soins minimum, hein. Donc un point sur l'accord national de la production agricole. Donc c'est une grande majorité, hein, de nos entreprises qui sont adhérentes et que la MSA gère aussi via la délégation de gestion. Donc sur cet accord-là, on a Agrica qui est l'assureur, on a le Groupama et Crédit Agricole qui sont les distributeurs de l'offre et la MSA donc assurera la gestion dans sa mission de délégation. Et au niveau des missions de la MSA, on va retrouver l'adhésion des entreprises. Donc comme le disait Hervé, c'est le partenaire qui va nous informer par flux de votre adhésion auprès d'Agrica. On va avoir l'affiliation des salariés et des options facultatives qui ont été choisies. Donc ça passe aussi par la DPAE. On va gérer donc les cotisations prévoyance décès, GIT et décès si le choix est fait de ce partenaire-là. Le paiement des prestations santé sera assuré par la MSA et on mettra à disposition également les cartes complémentaires. Et il y a du coup une particularité aussi, c'est que sera proposé un réseau de soins optiques aussi avec voilà, une assurance particulière, me semble carte blanche, hein, voilà, pour ceux à qui ça peut parler. Voilà, donc ça concerne l'accord national de la production agricole. On verra après qu'il y a d'autres partenaires et d'autres contrats selon l'entreprise. Et justement, au niveau des partenaires, donc la MSA du Languedoc, hein. Alors je dis Languedoc puisque dans le giron de la MSA Grand Sud, il n'y a que Agrica, hein, qui a donné délégation de gestion pour les contrats. Donc voilà, nous, Languedoc, on a noué d'autres partenariats avec deux autres organismes, donc Aesio et Mutualia. Alors, Aesio, c'est uniquement pour la garantie CFS et pour les départements de l'Hérault et du Gard. Et Mutualia, c'est pour le département de la Lozère. Voilà, donc ça, c'est les partenaires référencés qui nous ont donné délégation. Donc, tout autant, effectivement, hein, et la possibilité de choisir un autre assureur. À ce moment-là, la MSA n'intervient ni dans la relation entre l'entreprise et l'assureur, ni dans la gestion au quotidien des cotisations ou des prestations. Et pour rappel, comme le disait Hervé aussi au tout début, la gestion des cadres reste autonome entre l'entreprise et l'organisme. La MSA, pareil, n'intervient pas du tout dans cette relation. Donc là, on va faire un petit point sur les principaux contrats qui sont gérés en MSA.
Donc, alors pour rappel, c'est pareil, hein, on a délégation, comme je vous le disais, uniquement pour les salariés non cadres. Et les principaux contrats qu'on va retrouver, donc c'est l'accord national de la production agricole et les accords de l'Hérault et du Gard pour le partenaire Aesio. Donc 3 situations qu'on peut retrouver, hein, en fonction de ce que vous allez déclarer au niveau de l'embauche d'un salarié. Et savoir aussi comment nous, la MSA, on va procéder à l'affiliation, hein. Donc si c'est un salarié en CDI ou un contrat en CDD, mais qui a une durée, définie supérieure à 3 mois ou une durée prévisionnelle supérieure à 3 mois, l'affiliation du salarié va être au premier jour de l'embauche, au premier jour du contrat. Donc ça, cette notion de 3 mois est importante puisque effectivement après on voit les 2 cas, pour les salariés qui sont en contrat à durée déterminée de moins de 3 mois. Donc une petite, spécificité entre savoir en fonction si la date de fin est prévue, est connue, hein. Donc là du coup, c'est surtout voilà, la spécificité porte sur le fait que si ce contrat est prolongé, au-delà de 3 mois. Donc là, on a une durée minimale initiale, je veux dire de 2 mois, hein, pour exemple, et finalement, le contrat est prolongé. Alors, il ne s'agit pas d'un nouveau contrat, il s'agit bien d'une prolongation ou d'un renouvellement du contrat initial. À ce moment-là, on affiliera rétroactivement au premier jour du contrat le salarié. Par contre, si, au niveau de la déclaration d'embauche, la date de fin, de contrat n'est pas portée, n'est pas indiquée, mais qu'il y a une durée minimale qui est déjà, qui est inférieure à 3 mois, mais pareil, dans le cadre d'un renouvellement, à ce moment-là, l'affiliation du salarié ne sera qu'à partir du premier jour du 4e mois. Donc là aussi, attention en fonction de ce que vous allez mettre sur la déclaration d'embauche, soit il y aura une affiliation rétroactive au premier jour du contrat, soit une affiliation à compter du premier jour du 4e mois du contrat. Sur ces 2 contrats, donc la cotisation est proratisée en entrée, donc c'est-à-dire un salarié qui va commencer en cours de mois, et bien l'affiliation va démarrer, à partir, du 15, hein, du mois, mettons, si le contrat débute le 15. Par contre, il n'y aura aucune proratisation en sortie, même si le salarié sort en cours de mois. La cotisation sera due en intégralité sur l'ensemble du mois. Un petit point aussi spécifique sur le contrat complémentaire qui, lui, ne suit pas forcément la cotisation, puisque ce contrat complémentaire sera clôturé, lui, à la fin du mois, de contrat, même si la date de sortie est antérieure. Donc, pas de questions sur ce Si, premier. Patrick, tu as une question. On demande justement sur ces 4 mois, est-ce que c'est le premier jour du 4e mois ou la 94e jour? Alors, on va y venir après, hein, Voilà, vous aurez la réponse. Mais voilà, effectivement, c'était important et c'est une bonne question. Mais voilà. justement, c'est pris, on va en parler après. Donc, on y Voilà. reviendra à ce moment-là. Et pour les autres questions, bon, on nous a redemandé si le document allait être mis à disposition pour ceux qui n'étaient pas là en début de réunion. Donc, effectivement, ça sera sur notre site dès la semaine prochaine, normalement, que ce soit la vidéo ou le document. Et après, nous avons des questions sur les dispenses et autres, ou sur CPE, CEA. C'est pareil, nous allons en parler dans la suite de notre présentation. Oui, Voilà. tout à fait, tout à fait. Allez, donc je continue sur les autres, contrats que l'on a en gestion au niveau de la MSA. Donc toujours avec le partenaire Agrica, nous avons 2 autres accords. On a l'accord national du paysage, donc là, c'est plus simple que ce qu'on a vu précédemment puisque les salariés sont affiliés au premier jour d'embauche. Alors bien sûr, ça se comprend pour les CDI, mais également pour les CDD, qui sont supérieurs à 1 mois. Voilà, donc ça, il y a pas de 3 mois, voilà, là, on est vraiment sur, du plus classique. La cotisation est due donc, dans son intégralité pour tout mois civil commencé. Donc là, ça diffère de l'accord précédent qu'on a vu.
Et la cotisation, elle est due également sans proratisation le mois de sortie. Voilà, donc cotisation complète en entrée et en sortie pour ce qui concerne l'accord du paysage. L'accord national des coopératives, donc là, encore plus simple, puisque les salariés sont affiliés au premier jour du contrat, qu'ils soient en CDI ou en CDD. Et là, c'est pareil, cotisation est due dans son intégralité en début de mois, enfin en début de contrat et en fin de contrat. Et pour les deux contrats, donc accord national des paysages et accord national des coopératives, le contrat complémentaire, lui, est clôturé à la fin du mois de sortie de l'entreprise. Ce qui va différer avec Mutualia, qu'on aborde de suite. Donc Mutualia, uniquement accord pour la Lozère. Et les salariés embauchés en CDI ou en CDD de plus de 3 mois sont affiliés au premier jour du contrat. Et donc, effectivement, sur ce partenaire-là, il y a une proratisation des cotisations, aussi bien en entrée qu'en sortie. Et par contre, là, le contrat complémentaire du salarié, lui, est clôturé à la date de sortie de l'entreprise. Voilà, donc il nous a semblé aussi important de repréciser toutes ces données-là, parce qu'effectivement, c'est pas simple. Même nous, quand on a repréparé ce sujet-là, bon, on a dû creuser tout ça, mais voilà, donc on l'a fait en partenariat avec le service de la gestion complémentaire de la part déléguée. Donc voilà, donc là, on est au point sur les informations qu'on vous donnera aujourd'hui. On a deux petites questions, Oui. Patrick. Alors, je pense que c'était sur la page précédente. Depuis quand la rétroactivité? Donc, je ne sais plus à quel niveau tu as parlé de rétroactivité. Hop, je reviens. J'ai avancé. Oui, alors c'est Rétroactive. pour les salariés qui sont embauchés en CDD de moins de 3 mois au départ, hein. Donc sur la DPAE, on a bien une date prévisionnelle de fin de contrat qui est indiquée à 2 mois, hein, par exemple. Finalement, ce contrat-là, il est renouvelé. Comme je le redis, hein, il ne s'agit pas d'un nouveau contrat, c'est vraiment le contrat initial qui est renouvelé et qui porte la durée du contrat à 3 mois, à plus de 3 mois. À ce moment-là, effectivement, on reviendra sur l'affiliation rétroactive, puisque au départ, c'est comme s'il y avait un contrat qui était supérieur à 3 mois dès le départ, et si c'était un contrat supérieur à 3 mois, on affilie au premier jour du contrat. Donc voilà, normalement, ça, c'est la règle qu'on doit appliquer. C'est très clair. Voilà. Et une autre question, alors ça, je pense que c'était sur la page que tu étais en train de présenter. C'était des entreprises déclarent une fin de contrat et une durée minimum. Que retient la MSA comme information? Alors, s'il y a une date de fin prévisionnelle d'indiquer, c'est cette date-là qui sera prise en compte. Voilà. Alors effectivement, on a des cas où la date de fin prévisionnelle est supérieure à la durée minimale du contrat. Hein, donc voilà, donc là, effectivement, nous, ce qui est priorisé, c'est vraiment la date de fin prévisionnelle. Par contre, si la date de fin prévisionnelle n'est pas indiquée, ça veut dire que c'est un contrat qui peut aller beaucoup plus loin, hein, on prendra en compte la durée minimale pour déterminer si l'affiliation se fait au premier jour ou au premier jour du contrat ou au premier jour du 4e mois. Donc je pense que Oui, ça répond à la. oui, tout à fait. Juste Ouais. un complément par rapport à cette question. Ça rejoint la notion de CDD à terme précis ou imprécis. Mmh. Si c'est un CDD à terme précis, il y aura obligatoirement une date de fin de contrat dans la déclaration d'embauche. Et donc là, on pourra précisément déterminer la durée des 3 mois. Si c'est un CDD à terme imprécis, par défaut, il y aura une durée minimale, et c'est cette durée minimale qui sera retenue pour apprécier le délai.
Alors, c'est vrai qu'il faut avoir normalement une vigilance aussi sur la déclaration d'embauche qui est faite, hein, puisqu'en principe, les deux données, et la durée prévisionnelle et la durée minimale, devraient correspondre. On a vu effectivement des cas où effectivement les dates correspondaient pas, puisqu'on avait une date prévisionnelle de fin de contrat qui était supérieure à la durée minimale. Mm. Voilà. Alors, nous Mais avons c'est une bien dans ce autre, cas-là pardon. la durée prévisionnelle qui sera prise en compte. Nous avons une autre question sur la notion du décompte du quatrième mois. Donc, est-ce que c'est au premier jour du quatrième mois ou au 94e jour de contrat qu'on ouvre le cas échéant les droits? Et bien voilà, justement, on y vient. Voilà, donc du coup, ça devrait répondre à la question. Parce qu'effectivement, voilà, on apporte les précisions sur la notion, de contrat inférieur ou supérieur à 3 mois, avec une limite qui est fixée à 92 jours ou 93 jours. Voilà. Donc, pour les CDD ils seront déclarés avec une date de fin connue. Et donc la date prévisionnelle qui sera indiquée sur la DPAE. Donc les 3 mois s'entendent de date à date et dans la limite de 92 jours. Donc si le contrat dure 92 jours calendaires ou moins, le CDD sera considéré comme étant inférieur à 3 mois. Donc il n'y aura pas forcément d'affiliation pour ce salarié-là. Par contre, si le contrat dure 93 jours, le CDD sera considéré comme un CDD supérieur à 3 mois, donc il y aura une affiliation au premier jour du contrat. Pour les CDD qui sont déclarés sans date de fin, mais avec une durée minimale, donc là, effectivement, la durée, si elle est déclarée inférieure à 3 mois, ça signifie que c'est un contrat pour 92 jours ou moins. Et à l'inverse, si c'est une durée supérieure à 3 mois, ça sera, nous, on considérera que c'est un contrat, conclu pour une période égale ou supérieure à 93 jours. Et pour le décompte donc, de date à date, on est vraiment sur cette limite, hein, de jours. Donc, une activité qui a commencé le premier jour du mois, et bien le contrat, complémentaire sera, le salarié sera affilié à compter du premier jour du quatrième mois. Donc là, on est sur des mois civils pleins, donc pas de souci. Et par contre, c'est pareil, si le contrat est réalisé en cours de mois, c'est, à la date du quatrième mois, que l'affiliation sera prononcée. Alors, on avait deux petites questions, mais c'était sur Ouais, la page précédente, donc c'est vrai que le temps que tu, tu présentes. Donc, c'était par rapport aux différentes règles sur les accords. Quelqu'un nous demandait pourquoi il ne pouvait pas y avoir d'harmonisation au niveau régional. Ah, ça ne dépend pas de nous, mais je te laisse. non. Non, non, sur les accords, effectivement, c'est les partenaires, sociaux et les partenaires, assureurs, hein, qui définissent les règles. Nous, la MSA, sur ces partenaires-là et sur ces contrats-là, on est uniquement délégataire de gestion. Donc, on assure, la récolte, si je peux dire, hein, des cotisations, le reversement aux organismes, la gestion des prestations. Mais effectivement, en aucun cas, on est décisionnaire dans les accords qui peuvent être pris entre le partenaire assureur et les partenaires sociaux. Une autre petite question. Oui, Donc, je pense que c'était pour les renouvellements de contrat. Quelqu'un demandait pourquoi on ne tenait pas compte des renouvellements qui étaient faits par l'intermédiaire des DSN. Pourquoi ne tenez-vous pas compte des DSN pour les renouvellements éventuels de contrat? alors, si, normalement, on doit en tenir compte, effectivement, et c'est même aussi la démarche qu'on vous demande de réaliser, hein, au niveau déclaration sociale nominative. Effectivement, quand vous, au départ, votre DSN est réalisé en fonction de la déclaration d'embauche initiale, donc peut-être sur une période inférieure à 3 mois, et effectivement, dans la DSN, vous véhiculez cette information
comme quoi le contrat est renouvelé au-delà des 3 mois. Donc ça génère, donc vous faites bien de le déclarer comme ça dans la DSN, et ça génère chez nous, auprès du service cotisation, ça génère un signalement, qui permet donc à ce service-là de prolonger le contrat initial qui aurait été, de base inférieur à 3 mois. Donc le service cotisation doit gérer cette information que vous véhiculez via vos DSN. Ça génère, une liaison vers notre service, GPCD, qui gère spécifiquement aussi les contrats et les prestations. Donc ça permet également de réouvrir un contrat qui aurait été clôturé, puisque au départ on se serait basé sur la durée prévisionnelle du contrat. Mais normalement, tout ce qui est véhiculé dans la DSN, ça doit être géré, par nos services. Donc il se peut malheureusement effectivement qu'il peut y avoir des loupés dans cette gestion-là. Auquel cas, effectivement, il faut que vous interveniez, auprès de nous, hein, via des téléservices, via des messages, via des appels téléphoniques, pour qu'on puisse, éventuellement reprendre les cas qui n'auraient pas été, identifiés, via vos DSN. Parfait, merci. Une dernière question, est-ce que je vois? Donc là, c'était sur la dernière page que tu venais de présenter. C'était est-ce que le principe des 93 jours s'applique pour un contrat temps plein ou s'applique aussi pour un temps partiel mi-temps? Est-ce que c'est la même règle? Oui, là, il n'est pas fait état de la durée du contrat. Ah ouais, on part sur, vraiment sur un nombre de jours, hein. Parfait, merci. C'est bon pour moi. Alors, après avoir vu tout ça, on va parler des dispenses. Heu, donc, dispense qui va s'appliquer donc à des salariés qui souhaiteraient pas, être affiliés au contrat, groupe de l'entreprise, hein. Voilà. Donc, vous en tant qu'employeur, déjà vos obligations, c'est aussi dès l'embauche d'un salarié, c'est de l'informer de la possibilité qu'il demande une dispense d'affiliation au contrat collectif. Normalement pour les contrats de 3 mois, on l'a vu, hein, c'est une affiliation d'office au contrat, de l'entreprise. Maintenant, ce salarié-là peut demander, une dispense. On va voir les cas, dans lesquels il peut demander cette dispense, mais c'est à vous, en tant qu'employeur, à lui proposer, à lui signifier qu'il peut être dispensé de l'adhésion au contrat collectif. Vous ne pouvez pas décider de dispenser les salariés éligibles à dispense. Donc ça aussi, c'est pas de votre ressort, même si il semble qu'ils puissent remplir les conditions pour être dispensés d'office, c'est pas à vous, à le faire, voilà, sans son consentement. C'est de même, vous ne pouvez pas refuser un salarié qui souhaiterait être dispensé dans la mesure où il va répondre aux critères. Et vous êtes responsable, donc si un salarié demande la dispense, de contrôler, le motif et la validité de la dispense, de conserver les justificatifs qu'il doit nécessairement vous fournir, hein. Donc c'est à vous, effectivement, en cas de litige avec la MSA, hein, sur la partie cotisation, c'est, nous, on va se retourner contre vous, pour réclamer, pourquoi le salarié il est dispensé alors que c'était pas forcément notifié dans la DPAE ou choses comme ça. Donc c'est à vous à bien conserver les documents que le salarié doit vous remettre, donc on va voir lesquels, et de demander le renouvellement de ces justificatifs en cas de changement d'année, hein. Donc là, si vous avez un salarié qui vous fournit une dispense pour 2026, que vous le conservez ou que vous le renouvelez en 2027, il faudra redemander à ce moment-là, un nouveau justificatif qui vaudra pour 2027. Et donc le salarié peut renoncer au bénéfice des garanties, hein, du contrat groupe, hein, que vous proposez en tant qu'employeur.
seulement dans certaines conditions qu'on va évoquer de suite. Et donc, on va avoir des dispenses de droit qui sont applicables. Donc, la première dispense, c'est si c'est un contrat en CDD pour lequel la durée est inférieure à 3 mois. S'il bénéficie de la complémentaire santé solidaire, jusqu'à ce qu'il cesse d'en bénéficier. Donc là aussi, hein, ça fait partie du justificatif à demander en cas de renouvellement. Chaque année, pareil, il doit produire son justificatif de CSS, ce qui permettra d'être dispensé. Donc s'il est déjà aussi, il sera dispensé s'il apporte la preuve comme quoi il est déjà couvert par une autre mutuelle au moment de la mise en place de vos propres garanties. Donc parce qu'il peut travailler par ailleurs, donc effectivement, il peut déjà avoir souscrit un contrat et un salarié ne peut pas être affilié à 2 contrats. Mmh. Oui, donc c'est ce qu'on dit. S'il bénéficie déjà d'une couverture frais de santé, y compris en tant qu'ayant droit, donc au titre d'un régime collectif obligatoire. Donc là, on reprend le cas effectivement du salarié qui travaillerait chez plusieurs employeurs, et chez qui, il serait déjà, affilié, hein. Donc s'il a un premier contrat où il a été affilié obligatoirement au contrat groupe de l'entreprise, si, il vient chez vous en tant que deuxième employeur, effectivement, vous n'avez pas à cotiser, pour lui et lui ne doit pas cotiser non plus sur la part ouvrière, puisqu'il sera déjà affilié par ailleurs. Donc un seul contrat, et ça, c'est une notion qui est importante aussi à connaître, hein, qui existe depuis des lustres, mais effectivement, qui a peut-être été oubliée, mais voilà. Donc ça aussi, c'est au salarié de vous en apporter le justificatif, hein. Après, on va avoir des dispositifs, qui concernent des publics particuliers, notamment la loi Madelin. Donc si effectivement il est par ailleurs artisan, commerçant ou il est ayant droit d'un artisan commerçant, voilà donc ça c'est le contrat loi Madelin. On a le régime local d'Alsace-Moselle, que chez nous normalement on ne devrait pas rencontrer. Et on a aussi les contrats pour les industries d'électricité et gazières. Effectivement, aussi. Donc là, ces gens-là qui seraient affiliés par ailleurs sur ces contrats-là ou en tant qu'ayant droit, pourraient demander une dispense de droit. Et la dernière possibilité, c'est qu'ils soient déjà présents dans l'entreprise au moment de la mise en place de la couverture collective. Voilà. Tout ça, ce sont des dispenses de droit dont le salarié peut se prévaloir. On a d'autres cas de dispense, notamment pour des contrats en CDD ou contrats de mission de 12 mois, pardon. Et pour les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation représentant au moins 10 de leur rémunération. Donc là, c'est vraiment très spécifique aussi, mais c'est des cas de dispense également qui peuvent être pris en compte. Il me semble qu'il y a non, il y a pas une question, il me semble avoir vu. Oui, il y avait une question, mais c'était plus sur la rétroactivité. Donc, c'était sur le principe, à ce que je comprends, d'un salarié qui était pour un contrat 3 mois, qui finalement a été renouvelé pour 1 mois. La question, c'est vu qu'il n'a pas utilisé pendant ces 3 mois la mutuelle, pourquoi le faire payer alors qu'il n'aura pas de frais sur cette période? Comme un salarié qui serait, déclaré pour 6 mois, s'il n'a pas besoin de la CFS s'applique. C'est le principe de solidarité, on va dire, hein. C'est pas parce que je ne consomme pas, de la complémentaire santé que je ne dois pas y cotiser. Donc là, c'est le rapport entre cotisation et prestation, en fait, hein, voilà. Mais bon, effectivement,
C'est comme ça que c'est prévu. C'est tout. OK. Donc sur la demande de dispense. Non, Donc pardon, juste pardon Patrick, une oui, dernière question. oui. On nous demande CDD de moins de 12 mois, qu'en est-il des CDD de 6 mois renouvelables? Je pense que ça fait référence au premier cas de dispense, salarié en CDD ou contrat de mission de moins de 12 mois. Ouais, J'imagine que ouais, ça fait tout à référence fait. à cela. Oui, oui, oui. Je pense que là, du coup, on serait sur un CDD qui serait défini à 12 mois. Alors là, j'ai comme ça, j'ai pas la précision. Il faudrait qu'on creuse cette notion-là, du coup. Ouais, là, malheureusement, je peux pas vous apporter cette précision-là de façon immédiate. Donc, si vous pouvez nous laisser vos coordonnées, je sais pas si vous êtes signalé sur la question, mais à ce moment-là, on reprendra la question et on essaiera de vous apporter la réponse. N'hésitez pas à partager vos coordonnées éventuellement, hein, pour qu'on puisse revenir vers vous et vers peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées par la réponse. Donc sur la demande de dispense. Donc comme je vous le disais, vous en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas, d'office, dispenser votre salarié. Par contre, effectivement, c'est lui qui est à l'origine de la demande de dispense, hein. Donc c'est lui, qui doit vous formuler par écrit sa demande. Et vous, en fonction effectivement, si c'est des cas qui, rentrent dans dans les cas de dispense de droit ou autres cas de dispense, donc vous validez le motif, c'est à vous à nous faire part, de la demande de dispense du salarié. Donc si pour les partenaires Agrica et Mutualia, vous nous informerez, nous MSA, hein, via votre espace privé ou tout moyen de contact pour nous dire, qu'effectivement, le salarié est dispensé. Et s'il s'agit, d'un autre assureur, alors nous, on va voir Aesio en tant que délégataire de gestion. Donc à ce moment-là, pour Aesio, vous ferez la demande directement auprès de ce partenaire-là. Et effectivement, si vous avez choisi un autre assureur qui n'est pas en délégation de gestion par la MSA, vous vous retournez directement aussi vers cet assureur-là. Et effectivement, la MSA ne fait qu'enregistrer, la demande de dispense qui est validée par vos soins. Alors, on va voir les spécificités par partenaire, hein. Donc, Agrica ou Mutualia, donc le salarié vous fait la demande écrite, déclare sur l'honneur, dans quel cadre il souhaite être dispensé et vous transmettez la dispense, ou la liste des salariés, vers nos services, hein. Pour Agrica, je vous ai mis, un lien qui vous permet d'aller récupérer, le document de dispense, hein, donc que vous ayez 1 ou 10 salariés, hein. Voilà, il faut bien indiquer, effectivement l'identité du salarié et la date de dispense qui sera prise en compte, par les différents services cotisations et GPCD. Sur Aesio, donc la demande, pareil, hein, le salarié vous fait la demande écrite, vous validez le motif et vous transmettez le document, ou l'information de dispense auprès de ce partenaire-là. Et c'est lui qui, dans un second temps, après validation de sa partie, qui nous informera que le salarié est dispensé. Sur les dates d'effet, donc là aussi, selon le partenaire, il y a
des différences d'application hein, de la demande et de la date d'effet. Donc, si on reprend Agrica, donc il y aura une dispense qui sera appliquée à l'embauche si la demande est réalisée dans les 30 jours à partir du début du contrat. Au-delà de ce délai de 30 jours, la dispense sera considérée comme une dispense en cours. Et pour illustrer tout ça, donc une dispense en cours de contrat, ça veut dire que l'effet de la dispense sera le mois qui suit la réception de la demande. Donc pour illustrer ces propos, on prend un contrat qui est fait au 1er janvier 2026. Donc la dispense sera faite dès l'embauche si la demande est établie au plus tard le 30 janvier. Donc là, on est dans le cas où la dispense n'aurait pas été signalée sur la déclaration d'embauche. Vous avez toujours moyen, dans ce délai de 30 jours, de revenir vers nos services pour dire « mon salarié est dispensé ». À ce moment-là, la dispense sera bien notée dès le premier jour du contrat. Par contre, si la demande est établie au-delà de ce délai de 31 jours, hein, donc le 31 janvier, l'affiliation sera faite au 1er février, le mois qui suit. Par contre, si elle arrive encore un peu plus tard, en cours de mois, donc ça ressaute encore un mois. Donc vous voyez qu'on peut, voilà, il faut être vigilant aussi sur la demande de dispense. Si vous savez que votre salarié vous fait la demande, n'attendez pas avant de nous faire parvenir cette information-là. Et c'est pareil, si un contrat démarre en cours de mois, ce délai de 30 jours court. Donc là, l'exemple montre qu'un contrat qui commencerait le 10 janvier, vous avez jusqu'au 9 février pour signaler la demande de dispense que vous n'auriez pas cochée sur la déclaration d'embauche. Une question, Patrick. Alors Oui. là, ça concerne Aesio, en l'occurrence le partenaire Aesio, mais je pense qu'on pourra peut-être l'étendre aux autres partenaires. Une dispense Aesio d'un salarié doit obligatoirement être envoyée à la MSA avec justificatif. Celle-ci doit être vérifiée par la MSA? Non. Alors, partenaire Aesio, j'y reviens. Partenaire Aesio, c'est l'employeur qui informe directement Aesio. Et c'est Aesio qui, dans un second temps, après validation de la demande que vous aurez réalisée auprès de lui, auprès de ce partenaire, qui nous informera de la réalité de la dispense. Est-ce qu'ils ont accordé la dispense? À ce moment-là, nous, effectivement, on viendra positionner cette dispense dans nos bases. S'ils n'accordent pas la dispense, ça continuera, mais c'est vraiment Aesio, le partenaire, qui prend la décision. Donc pour tout ce qui est si vous avez un contrat auprès de cet organisme-là, il vous faut vous retourner vers lui pour les demandes de dispense. Je pense qu'on est bon sur la réponse. Faites-nous le savoir si éventuellement si ça ne correspond pas, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Donc on a vu Agrica, maintenant on passe sur Mutualia, hein, donc uniquement pour les entreprises de Lozère. Donc la prise en compte des faits de la dispense donc, doit être adressée au plus tard avant la fin du mois qui suit l'embauche. Et en cours de contrat, la dispense prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de la demande. Donc là aussi, on illustre les propos. Et vous voyez que Mutualia est beaucoup plus souple qu'Agrica sur le délai de prévenance, puisqu'en fait, on appliquera une dispense dès l'embauche si la demande est établie au plus tard le mois qui suit celui de l'embauche. Par exemple, là, si on est sur une embauche au 1er janvier, vous avez jusqu'au 28 février, donc M+1, la fin du mois, pour signaler cette dispense. Et pour qu'on prenne en compte
l'embauche enfin la dispense au 1er avril, la demande devra être établie. Par contre, le mois qui suit, enfin, la dispense sera effective si la dispense est demandée dans le courant du mois de mars. C'est Sur un contrat. une question en lien Ouais. avec ce point-là. On vous déclare la dispense postérieure au début de contrat. Mais comment? Alors, idéalement, vous devez la déclarer sur la déclaration d'embauche. La déclaration d'embauche, comme vous le savez, elle doit être faite au plus tôt 8 jours avant la date réelle d'embauche et au plus tard dans les instants qui précèdent l'embauche, hein. Voilà. Donc idéalement, vous demandez à ce que votre salarié soit dispensé de la cotisation, enfin de l'affiliation à la complémentaire santé. Si vous avez oublié de la cocher, à ce moment-là, effectivement, selon les délais des partenaires, vous revenez vers nous. Donc, via votre messagerie privée, si vous avez un espace privé entreprise, à ce moment-là, vous allez vous signaler que vous dispensez votre salarié. On ne vous demandera pas forcément de justificatif, mais encore une fois, c'est bien à vous à les réclamer initialement aux salariés et à les conserver en cas de contrôle postérieur. Mais voilà, une simple message via votre espace privé ou un mail, éventuellement si vous avez des adresses mail, peut suffire à prendre en compte cette demande de dispense qui serait établie après l'envoi de la DPAE. Donc après Mutualia, donc le partenaire Aesio, hein, comme on le disait donc précédemment, c'est vous qui informez Aesio de la demande de dispense du salarié et c'est Aesio qui revient vers nos services pour dire oui, OK, le salarié est bien dispensé. Nous, on appliquera la décision que nous transmettra Aesio. S'ils refusent la dispense, on gardera l'affiliation. Si effectivement ils accordent la dispense, on reviendra, enfin on enregistrera bien cette dispense pour le salarié. Donc juste des points de rappel pour finir sur cette partie de dispense, hein, qui, je vous l'accorde encore une fois, n'est pas simple, mais comme l'ensemble de la complémentaire santé. Donc les dispenses font l'objet d'un renouvellement annuel de la part du salarié. Donc il revient vers vous, il dit: «Je suis encore cette année, je suis dispensé». Il vous fournit le justificatif comme quoi effectivement il rentre dans un cas de dispense. Selon le cas, vous revenez vers la MSA, vers le partenaire qui valide aussi les informations et par contre effectivement, si le salarié a été dispensé à une période, peut-être qu'au moment du renouvellement, il n'est plus dispensé. Je vais prendre l'exemple peut-être d'un salarié qui bénéficiait de la CSS, hein, complémentaire CSS pardon, complémentaire santé solidaire, peut-être jusqu'en fin d'année, au 31 décembre 2025 et qui au 1er janvier 2026 ne peut plus en être bénéficiaire. À ce moment-là, effectivement, il faut que donc il n'aura pas de justificatif à vous produire et à ce moment-là, il rentrera effectivement en affiliation, dans le contrat de l'entreprise et à ce moment-là, il faudra effectivement aussi nous signaler que le salarié n'est plus dispensé pour qu'on puisse enregistrer ces informations-là au niveau de nos bases. Et surtout derrière, effectivement, si le salarié doit être payé, c'est que ça nous permette aussi, d'assurer les prestations auxquelles il pourrait avoir droit après. Donc c'est ce qu'on disait également, voilà, c'est le cadre vert, hein. Alors c'est pas voilà, effectivement, vous nous informez, d'une fin de dispense, pour qu'on puisse faire le nécessaire.
Alors, il y a 2 questions qui sont Oui. tout à fait pertinentes par rapport au Mhm. sujet. Alors j'y répondu dans la discussion, mais je pense qu'on peut le reprendre et le partager avec tout le monde. Les justificatifs ne sont pas de dispense ne sont pas à transmettre obligatoirement. Oui. Alors, comme j'ai répondu, donc non, en amont, la dispense, se fait sur la DPAE, elle est déclarative, donc là, effectivement, vous n'avez pas à nous transmettre les justificatifs. Par contre, attention, vous avez obligation de les demander aux salariés et de les conserver en cas de contrôle Oui. et ou de litige, hein, donc c'est tout à fait important et en Je lien dirais avec même de oui, pardon. contrôler le motif. Oui, Voilà, si c'est un motif qui n'est pas répertorié dans les cas de dispense de droit ou autre cas, c'est pas un motif qui est du coup reconnu et le salarié ne peut pas s'en prévaloir. Donc absolument. voilà, faites aussi bien attention à ça. C'est vous qui devez contrôler effectivement la justification de la dispense. Il y a une question en lien. Si la dispense court sur plusieurs années, l'exemple qui est donné, c'est la fin de contrat santé solidaire en mars Mmh. 2027. Donc l'employeur va faire une demande de dispense sur la DPE, pardon. Et donc le cas de dispense vient à terme en mars 2027. Que doit faire l'employeur? Beh, là, vous devez redemander, le nouveau justificatif à compter du lendemain de la fin là, dans le cas d'espèce de la CSS. Oui, oui. Donc déjà, l'employeur doit demander les Ouais. justificatifs chaque année parce Oui. que fin 2027, est-ce qu'au 1er janvier, il y a une révision ou non des droits? Mmh. Détenir un justificatif et au terme de la CSS, effectivement, l'employeur doit faire les démarches pour qu'on le prenne pour qu'on Oui. le couvre, en mutuelle. Voilà, j'espère que ce point-là est un peu plus Mmh. clair. Oui, c'est un renouvellement, hein, si au 1er janvier, si effectivement, hein, c'est des contrats CDI éventuellement, hein, un CDI peut être totalement exempté de dispenser de complémentaires santé parce que son conjoint, beh, lui il serait affilié sur le contrat de son conjoint, voilà. Mais effectivement, c'est, un justificatif, si la dis la, mmh, la justification de la dispense s'arrête en cours d'année, effectivement, il faut que vous ayez aussi, la continuité de la dispense pour continuer à ne pas appeler les cotisations et ne pas inscrire, votre salarié sur le contrat de l'entreprise. Alors, on a 2 questions, mais on les verra peut-être, un peu plus tard en lien avec les saisonniers. Je pense qu'on pourra terminer la présentation sur tout ce Mmh. qui est, complémentaire frais de soins et revenir dessus. Ouais, tout à fait. OK. Par contre, on y reviendra tout à l'heure. Par contre, si un salarié a une mutuelle personnelle chez un autre partenaire avant la mise en place de l'employeur, est-ce que ce salarié doit cesser et résilier son contrat à date de renouvellement ou peut-il encore garder sa mutuelle personnelle et ne pas adhérer à celle de l'employeur, à savoir faire perdurer son cas de dispense? Donc là, on est dans le cadre de la justification et du renouvellement, hein. S'il vous produit un justificatif comme quoi il est toujours assuré, parce qu'ayant droit du conjoint, qui lui a aussi à bénéficier d'un contrat collectif obligatoire, tant qu'il vous produira un justificatif comme quoi il peut être dispensé et qu'il rentre dans les cadres de dispense prévus, vous continuerez vous aussi également à le dispenser. Et voilà, si vous dit: «Ben non, effectivement, je suis plus ayant droit, de mon conjoint», voilà, hein, pour X raisons, s'il ne peut plus être dispensé, vous devez à ce moment-là l'affilier. Mais tant qu'il vous produira un justificatif comme quoi, il est assuré par ailleurs, vous n'avez pas du coup à le prendre sur votre contrat, collectif. On est Voilà, bon je crois absolument, on peut on a fait poursuivre. le tour là pour On l'instant? Mmh. reviendra sur les Mais on saisonniers, reviendra effectivement si effectivement après parce que c'est une question beaucoup plus large. ouais, tout à fait. Ah oui. Voilà donc, on va
va parler des particularités pour les CDD inférieurs ou égal à 3 mois. Donc il faut savoir que la règle, c'est que les CDD inférieurs ou égal à 3 mois sont d'office exclus de la couverture obligatoire. Donc ça, ça a été mis en place par les partenaires. Effectivement, a priori, moins de 3 mois, il n'y a pas d'affiliation automatique au contrat groupe, hein. Donc, soit le salarié est déjà couvert par ailleurs, donc on revient sur effectivement, et éventuellement, pour l'exemple, sur je suis assuré par mon conjoint, ou je suis déjà salarié chez un autre employeur et j'ai déjà un contrat groupe chez l'autre employeur. Donc voilà, s'il est couvert par ailleurs, il est exclu de l'affiliation au contrat groupe. Par contre, c'est une information que vous devez signaler impérativement quand vous embauchez le salarié. Donc soit sur la déclaration d'embauche, soit par un message, hein, que vous ferez après coup, en fonction des partenaires, attention, hein, aussi les délais. Par contre, dans ce cas-là, il faudra que vous lui proposez le versement santé. Donc, on va le voir après, le versement santé, c'est pareil, on a fait un petit focus dessus. Mais voilà, ça c'est uniquement pour un salarié qui soit déjà assuré par ailleurs. Si le salarié, donc en CDD de moins de 3 mois, hein, n'a aucune complémentaire santé, il peut vous demander d'adhérer au contrat de l'entreprise. Donc à ce moment-là, c'est vous, en tant qu'employeur, qui devez faire la démarche auprès des partenaires. Alors, pour le partenaire Agrica, vous ferez pareil via votre messagerie, espace privé ou un mail, etc., un courrier. Vous nous ferez parvenir cette information. Je souhaite que mon salarié, malgré son contrat de moins de 3 mois, soit affilié au contrat de l'entreprise. Et donc MSA pour le partenaire Agrica. Si c'est Mutualia, vous aurez un bulletin individuel d'adhésion à transmettre auprès de ce partenaire-là, qui nous transférera l'information. Et pour le partenaire Aesio, on a une particularité, puisque là, donc Aesio, les informations passent par le partenaire. Donc par contre, vous ne pourrez pas l'enregistrer, demander une affiliation au contrat de l'entreprise. Demander un rattachement au contrat de l'entreprise, hein. Par contre, lui pourra demander un contrat individuel à Aesio pour être couvert. Donc en signalant que il travaille chez vous, et voilà, donc peut-être que les accords, que les garanties seront identiques à celles du contrat collectif, hein. Mais c'est le salarié qui paiera l'intégralité de cette adhésion. Par contre, vous, en tant qu'employeur, et comme il sera assuré de son propre chef, en fait, vous aurez à lui verser le versement santé. Donc c'est vrai, c'est très spécifique pour Aesio. Voilà, c'est le salarié qui demande à adhérer individuellement au contrat groupe. Aesio lui appellera la cotisation à 100%. Et par contre, vous aurez le versement santé qui vous devrez lui verser et qui répondra à vos obligations de couverture en tant qu'employeur. Et comme c'est un contrat individuel, salarié,
ça ne passe pas du tout en délégation de gestion, puisque c'est un contrat qui n'est pas rattaché au contrat collectif de l'entreprise. Donc du coup, la relation sera uniquement entre le salarié et le partenaire. La MSA n'interviendra en aucune façon dans ce type de contrat. Donc on parlait du versement santé. Donc voilà, les informations qu'on souhaite vous communiquer, hein, sur cette, sur ce dispositif en fait, hein, qui est un dispositif alternatif au contrat collectif. C'est une information en tant qu'employeur que vous devez donner à votre salarié. Et en fait, concrètement, c'est une participation financière à son contrat d'assurance qu'il a pris à titre individuel et qu'il finance. Donc ça aussi, c'est important. Si c'est un contrat, il est couvert notamment au titre de la CSS, hein, complémentaire santé solidaire. C'est un contrat gratuit pour lui. Il ne cotise pas. Donc du coup, vous n'avez pas à participer à ce contrat gratuit. Voilà. Par contre, si il paye un contrat individuel, vous avez ce versement santé que vous devez lui verser. Et ça, c'est pareil, c'est une obligation qui a été rendue, qui a été prise par les législateurs, hein. Donc et oui, c'est un versement santé, donc ça s'applique sur les contrats, de moins de 3 mois, puisque selon le cas, si c'est un contrat qui vient à être renouvelé ou qui a une durée déjà, supérieure à 3 mois, il y a une affiliation soit au premier jour, soit au 1er jour du contrat, soit au premier jour du 4e mois du contrat. Hein, donc voilà, là, le versement santé ne peut être, versé au plus que pour une période de 3 mois. C'est pareil, attention, je reviens aussi en arrière sur la durée des 3 mois, et de renouvellement de contrat. Il s'agit d'un même contrat qui est renouvelé. S'il s'agit de contrats bien spécifiques, qui s'enchaînent parce que le motif, d'activité est différent, voilà, l'ancienneté est remise à zéro. Donc, un salarié peut, travailler chez vous 2 mois, vous avez le versement santé, il peut retravailler sur un autre contrat 3 mois, à ce moment-là, vous aurez de nouveau le versement santé qui va s'appliquer. Puisque là, ça sera des contrats différents, des motifs différents, donc les règles d'exclusion s'appliqueront également. Alors vous avez possibilité de recourir aussi au versement santé par décision unilatérale pour des salariés en CDD et ceux en mission d'intérim d'une durée de 3 mois maximum. Et pour les salariés qui sont en contrat avec, une durée hebdomadaire de 15 heures, 15 heures, maximales. Voilà. Donc ça, c'est le versement santé et pour aller voir comment il se calcule, comment il s'intègre, comment vous devez le déclarer en DSN, dans vos payes et cetera. Vous avez la publication MSA qui vous reprécise tout ça. N'hésitez pas, si vous êtes concerné, à aller consulter cette publication. Donc on va parler aussi des cas de suspension et en lien avec, les cotisations. Alors on va avoir 2 cas. On va avoir les suspensions, pour arrêt de travail, maladie, maternité, accident du travail et on va avoir les suspensions de travail pour des cas hors maladie, maternité et accident du travail. Donc, sur, une suspension en cas d'arrêt de travail. Donc si, l'arrêt de travail est inférieur à 1 mois civil, il n'y a pas de suspension de contrat et les cotisations sont dues.
Par contre, si l'arrêt de travail vient à perdurer, donc au-delà du mois civil complet, et si cet arrêt de travail est indemnisé par le régime de base de sécurité sociale, la garantie complémentaire santé du salarié des ayants droit est maintenue tant que dure l'indemnisation. À ce moment-là, du coup, les cotisations ne sont pas justifiées, ne sont pas dues ni par l'employeur ni par le salarié. Et par contre, le salarié, lui, sera redevable des cotisations pour des options qu'il aurait prises s'il a fait le choix de s'y affilier. Donc là aussi, arrêt de travail, est-ce que c'est un arrêt inférieur au mois civil ou supérieur au mois civil? Effectivement, j'ai des cotisations que je conserve, que je déclare, ou je suis exonéré de ces cotisations-là et le salarié également. Sur les suspensions hors arrêt de travail, donc si la suspension du contrat de travail est supérieure à un mois civil, la garantie complémentaire santé du salarié et des ayants droit est maintenue pour une durée de 3 mois. Il faut qu'elle soit bien évidemment prévue dans le contrat que vous aurez signé avec le partenaire. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi, ça fait partie des contrats, de la notion de contrat responsable, hein. Donc, généralement, en principe, effectivement, tout ce que vous avez en principe à signer avec un partenaire, cette notion est prévue dans le contrat. Le maintien débute à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la suspension est intervenue, ou à compter du premier jour de suspension si elle commence au premier jour du mois civil. Aucun versement de cotisation sur les contrats collectifs obligatoire sur cette durée, du coup de maintien. Et par contre, le salarié, s'il a fait le choix de prendre des options complémentaires, bien sûr, il doit les honorer auprès du partenaire. Au terme de cette durée de maintien de 3 mois, le contrat et l'affiliation est suspendue. Et par contre, rien n'empêche le salarié à ce moment-là, si c'est malheureusement enfin, une absence une suspension qui doit se prolonger, il peut totalement adhérer sur un contrat individuel auprès du partenaire de son choix. C'est un contrat individuel, donc à part du contrat collectif de l'entreprise. Si le contrat ne prévoit aucun maintien des garanties, celui-ci sera clôturé à la date où vous signalerez la prise en compte de la suspension, de la date d'effet de la suspension, pardon. Mais en principe, voilà, ça ne fait pas partie des contrats responsables, donc normalement, on ne devrait pas rencontrer ce cas-là. Mais bon. On a eu 2 petites questions, je Ouais. te coupe. C'était Oui. tout à l'heure sur la question, quelqu'un qui avait déjà une mutuelle, est-ce qu'il était obligé, quand il arrivait chez l'employeur pour un contrat qui rentre dans les conditions, de le résilier, de prendre le contrat de l'entreprise ou pas? On avait répondu non parce que si c'est un contrat lié, mais là, elle nous précise la personne que c'est un contrat individuel et pas celui du conjoint. Alors, là, je dirais que dans ces cas-là, effectivement, ce qui prévaut, c'est le contrat collectif, le contrat obligatoire. Donc, si effectivement, lui, il avait un contrat individuel, normalement, du coup, quand vous l'embauchez, il devrait basculer sur le contrat collectif de l'entreprise. Donc, résilier effectivement son contrat individuel et pour que vous puissiez l'affilier auprès du contrat de l'entreprise. On a une précision du responsable de service qui nous dit qu'il peut le Oui, garder pendant 1 an et basculer après. voilà. Voilà.
on n'est pas spécialiste de ce domaine-là, donc on fait au Voilà, mieux d'accord. et on essaie d'être soutenu. Voilà. Ouais. Donc ça, Donc, effectivement, tenez compte de la réponse de notre collègue hein, qui est sur la partie, sur le service complémentaire santé. Voilà, c'est des cas effectivement spécifiques qu'on n'a pas forcément repris dans le webinaire. Mais voilà, de toute façon, pour toute interrogation, vous pouvez revenir vers nos services, hein, notamment le service complémentaire santé, qui vous apportera toutes ces précisions-là. ensuite, on avait une autre question. Comment trouver notre contact à Aesio? Donc, je ne sais pas si comme c'est dans vos départements. Alors normalement, je dirais que vous avez signé un contrat avec ce partenaire-là, que normalement, du coup, vous devez avoir soit un espace privé, soit un contrat papier, je pense, que vous pouvez vous y référer. Alors, ils ont des sites internet hein, par département. Alors, nous, pour rappel, hein, à Aesio Gare et à Aesio Hérault. Et du coup, vous avez des sites internet par département où vous pouvez peut-être voilà, créer votre espace privé ou avoir des contacts pour avoir des précisions sur vos contrats. Alors, une autre question qui est cachée dans le fil de discussion. Si nous faisons une demande express d'affiliation à Agrica pour un CDD de moins de 3 mois, l'employeur prend-il en charge une partie de la cotisation comme pour les autres contrats? Ouais, donc Oui, moins de 3. la question sous-jacente, c'est dans la mesure où on demande l'affiliation d'un salarié de moins de 3 mois qui, a priori, est dispensé de plein droit, est-ce que les cotisations s'appliquent pour l'employeur de la même façon qu'un salarié qui sera affilié de plein droit? Oui, alors si le salarié effectivement, hein, donc on revient dans les précédemment, si le salarié fait une demande d'adhésion, donc on le disait, hein, vous ne pouvez pas en principe la refuser. Du coup, effectivement, vous faites la demande auprès du partenaire. Alors si c'est Agrica, vous le faites directement auprès de la MSA. À ce moment-là, l'affiliation sera prise en compte et effectivement, du coup, les cotisations seront dues à partir du jour où le salarié est affilié. Voilà, c'est le cas pour Agrica, pas pour Aesio, parce qu'Aesio, Ouais, c'est c'est le partenaire qui prend la décision. voilà, c'est l'individu qui s'affilie, il passe pas par le contrat de groupe, et donc là, l'employeur participera au titre du Mmh, versement santé uniquement. c'est ça. Voilà. Et notre collègue vient de mettre dans le fil de discussion les 2 sites pour le Aesio, donc pour avoir les contacts, le Gard et l'Hérault, dont vous pouvez les retrouver pour la personne qui nous a posé la question. Voilà, donc pour finir sur Voilà. mon intervention, voilà, donc c'est un schéma qui reprend ce que j'ai pu vous dire sur les 2-3 slides précédentes. Voilà, un petit schéma qui est plus synthétique, effectivement, et qui peut renvoyer aux informations principales, effectivement, en fonction des cas de suspension. Alors, je crois qu'il est temps de revenir sur les questions qui nous ont été posées sur les saisonniers, par rapport à l'affiliation en prévoyance. Donc, au-delà du terme saisonnier, on a vu que les contrats de prévoyance, en fait, étaient l'assujettissement, l'éligibilité à la prévoyance n'est pas sur le caractère saisonnier du contrat, mais sur la durée du contrat. Donc, il faut bien faire attention non pas au caractère saisonnier, pas faire pas assimiler le caractère saisonnier à forcément moins de 3 mois. Il y a des saisons, alors elles sont peut-être rares, mais il y a des saisons qui vont au-delà de 3 mois. Et donc là, Mmh. dans ce cadre-là, effectivement, il faut se référer aux durées minimales pour être dans le périmètre et éligible à la prévoyance ou pas. Que ce soit au premier jour pour certains risques, à savoir le décès sur certains partenaires, 3 mois ou 6 mois. Donc attention, pas d'assimilation entre le saisonnier et l'exclusion de fait de tout ce qui est prévoyance. C'est véritablement la durée du contrat qui va rentrer en jeu. Donc ça, c'est Ouais. important. Il y avait une autre question, donc,
qui portait sur les saisonniers, a priori qui venaient non résidents en France, donc a priori étrangers. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, Patrick, mais à mon sens, ils sont gérés comme des... Ah là, j'ai un doute. Ouais, alors je sais qu'il y a une publication sur notre site MSA aussi, sur les salariés étrangers. Comme ça, je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, donc je voudrais pas vous dire des bêtises en direct. Mais on pourra peut-être essayer de repréciser ou d'intégrer peut-être un sujet là-dessus dans notre webinaire. Mais en tout cas, voilà, il y a une publication Ouais. qui est sur nos sites, hein, que ce soit le site national ou nos sites respectifs, hein, Grand Sud ou Languedoc, voilà, sur les travailleurs étrangers. Donc, qui Et on- rentrent notamment dans le cadre d'un contrat de OFI, hein, voilà, ouais. qui viennent uniquement pour la saison et qui est un contrat qui vaut titre de séjour uniquement sur la période bien déterminée par l'Office français de l'immigration, hein. Donc dans ce cadre-là, je pense qu'on vous mettra le lien sur le dossier dans le fil Ouais. de conversation postérieurement. De toute façon, vous y aurez accès postérieurement au webinaire. Bien. J'ai vu une autre question qu'on a peut-être oubliée au milieu, c'était quand quelqu'un a été dispensé et puis qu'il ne l'est plus, est-ce que juste la déclaration en DSN, pourquoi ne suffit-elle pas? Juste de déclarer, je suppose, à la complémentaire ou autre, hein, pourquoi cela ne suffit pas? Je pense qu'il n'y a pas de Euh, lien qui est fait, mais Oui, ouais, je pense qu'il n'y a pas de lien. Alors, je pense que, comme je le disais précédemment aussi, tout ce que normalement vous indiquez via la DSN, normalement, ça doit générer un signalement auprès du service cotisation, à charge à lui de faire le lien avec le service complémentaire santé. Euh, le souci de la DSN aussi, c'est le délai. Parce que si votre salarié il est dispensé, je veux dire n'importe quoi, on est quoi, au mois d'avril, eh bien, il est dispensé aujourd'hui 30 avril, ça veut dire qu'éventuellement il va être affilié au 1er mai, sauf que la DSN, vous la déposerez éventuellement que le 15 mai. Donc déjà, il y a un délai de 15 jours entre l'information que vous allez véhiculer via la DSN et l'information et la date d'adhésion du salarié au contrat. Donc là aussi, ça nous permet, voilà, si on vous demande de revenir vers nous, c'est pour être aussi être plus réactif dans l'affiliation du salarié qui ne serait plus dispensé et qui viendrait sur le contrat groupe. Oui, puis sur le fond, ça pose quand même un, Mm. un problème de principe. Dans la DSN, il figure que la cotisation, c'est pas une demande explicite de l'employeur d'affiliation du salarié. Ça peut découler d'une erreur, ça peut découler, etc. Donc, c'est l'affiliation qui génère les cotisations et pas l'inverse. Donc, c'est délicat de partir sur la simple DSN où il n'y a que la cotisation pour dire ben, l'employeur a demandé l'affiliation du salarié, quoi. C'est l'affiliation qui doit générer la cotisation et pas l'inverse. Donc, ça pose également un problème de fond quand même, hein. Donc, il faut le faire de façon explicite et en amont de la DSN, effectivement. Voilà, je vois pas d'autres questions. Je sais pas, Stéphanie, on a fait le il tour, y a il me juste une semble-t-il. dernière, mais qui rejoint pour les salariés étrangers. Il dit qu'en Bulgarie, il n'y a pas de complémentaire, donc les salariés ne comprennent pas l'adhésion, la dispense, enfin, tout le principe. Mais là-dessus, bon. Alors là, on n'est pas sur le cas d'espèce que je citais tout à Ouais. l'heure des contrats OFI, Mhm. parce que je pense que du coup, les salariés bulgares, ils rentrent pas en France dans ce cadre-là. Donc là, effectivement, les règles, à mon avis, sont différentes, hein, Voilà. De entre toute un façon, salarié bulgare et un salarié. c'est le droit du travail, du lieu où la personne travaille qui s'applique au droit légal. Donc dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'elle n'existe pas chez eux, mais en tout cas, s'ils remplissent les conditions, Mm. c'est normal qu'on appelle des Ouais, cotisations qu'ils soient là-dessus ou affiliés. qu'on leur demande. Ouais. Mm. Même si aucune prestation derrière n'est versée, c'est voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. L'affiliation, si elle est justifiée, elle doit
elle est sujette à cotisation, même si les prestations ne sont pas versées. Une dernière question qui vient d'arriver. Comment avoir la liste de nos salariés affiliés? Donc là, c'est plutôt l'inverse. Je te laisse répondre, Patrick, mais bon. Du coup, là, vous pouvez éventuellement faire une demande auprès de notre service complémentaire santé, puisque c'est lui qui gère ça. Donc, sauf si vous avez 1000 salariés, où ça sera peut-être compliqué de vous fournir les listes de tous ceux qui sont inscrits. Mais voilà, faites une demande via votre espace privé pour qu'on puisse vous fournir éventuellement la liste des personnes qui seraient affiliées au contrat de l'entreprise. Oui, et puis au-delà de ce niveau de réponse, je crois qu'il ne faut pas inverser la responsabilité. C'est de la responsabilité de l'employeur de savoir quel salarié doit être affilié ou pas. Donc surtout ne pas renverser la responsabilité. Vous avez également les services en ligne qui vont vous dire attention, cotisation déclarée à tort, cotisation absente. Donc là, c'est un très bon niveau de vérification. Voilà, puis en dernier ressort, pourquoi pas passer à la MSA, mais ça me gêne un peu parce qu'il ne faut pas renverser la responsabilité. Et surtout, vous avez des moyens de le vérifier de par les services en ligne et la fiabilisation des DSN dont on parlera tout à l'heure. Donc là, il faut qu'au niveau des employeurs, que vous assumiez la responsabilité qui est la vôtre dans ce cadre-là. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Stéphanie? Je crois pas. On va avancer sur le sujet parce qu'il nous reste quand même quelques informations à vous donner. Et du coup, Hervé, c'est toi qui reprends la main. Donc, merci beaucoup. Merci Patrick, parce que c'était une grosse partie de la présentation. Merci à vous tous participants. Je vois que vous êtes assez nombreux pour toutes ces questions. On voit que ça passionne les débats et c'est véritablement une question très importante que celle de la prévoyance. Donc, on va continuer. On va enchaîner, si je puis dire, sur les bonnes pratiques déclaratives. On a vu ce qu'était la prévoyance, on a vu les risques, on a vu un petit peu comment adhérer pour les entreprises et affilier les salariés. Il faut arriver désormais à l'enchaînement avec les bonnes pratiques déclaratives. Et ça va être pour moi l'occasion de vous apporter quelques précisions sur des questions qui ont été déjà posées dans le fil de discussion. Donc les bonnes pratiques en DSN, alors c'est des choses que vous savez, mais je vais essayer de faire un focus sur quelques points. Donc là, en DSN, vous avez 3 blocs à paramétrer. Donc le premier, c'est l'adhésion prévoyance, c'est un bloc au niveau entreprise, le bloc 15, où vous devez décliner de façon très très rigoureuse ce que vous récupérez dans les fiches de paramétrage. Alors je dis de façon très très rigoureuse, pourquoi? Parce qu'il y a un employeur qui nous a demandé dans le fil de discussion, les cotisations CPCEA, je dois les payer à qui? À la CPCEA ou à la MSA? Alors c'est pas si simple. C'est pas si simple, pourquoi? Parce qu'il y a eu une fusion entre Agrica et CPCA au 1er janvier 2026. Donc auparavant, il était assez aisé de distinguer CPCA qui gérait d'une partie les cadres et Agrica sur lesquels il y avait les non-cadres. Donc les non-cadres, Agrica, ça relevait de la compétence de la MSA par délégation de gestion et les cadres relevaient de la CPCA uniquement. Désormais, 1er janvier 2026, il y a une fusion des deux partenaires, Agrica CPCEA, et vous êtes aperçu, j'en suis sûr, d'autant plus qu'on vous en a parlé dans notre webinaire sur les nouveautés réglementaires de fin janvier, que le code pour Agrica et CPCEA était désormais unique et était fondu sur le code CPCEA. Donc, à savoir P0223. Donc, faites bien attention quand on parle de CPCEA, quel type d'accord il y a derrière, cadre, non cadre, pour vérifier vers qui transmettre les informations, les cotisations et donc les paiements. Donc pour cela,
encore une fois, soyez bien rigoureux et récupérez bien toutes les fiches de paramétrage pour les accords cadres, pour les accords non cadres et pour tous les partenaires. Et surtout, faites bien attention, ce qui doit arriver à la MSA, vous aurez un code de délégataire DMSA suivi par le numéro de la MSA. Hein, pour Grand Sud, ce sera DMSA 11, pour Languedoc, ce sera DMSA 48. Et pour la CPCA, donc pour les accords cadres, surtout ne mettez pas ce code délégataire, parce que sinon ça arriverait à MSA à tort. Voilà, donc faites bien la distinction. Attention, désormais, CPCEA, c'est un organisme unique et commun qui gère cadre et non cadre. Il y a une partie CPCEA non cadre qui doit arriver à la MSA, tant du point de vue cotisation que du point de vue paiement, et la partie cadre qui doit continuer à arriver à la CPCEA. Donc encore une fois, j'insiste, mais c'est primordial, surtout paramétrer mot à mot, lettre pour lettre, ce que vous avez dans les fiches de paramétrage. Donc ça, c'est le premier bloc de niveau entreprise qui va générer toutes vos DSN derrière. Bien souvent, on a des entreprises qui nous disent « mais moi, j'ai la prévoyance en P, comment se fait-il que vous ne la receviez pas en MSA? Ils s'aperçoivent qu'on ne prélève pas la prévoyance et on leur dit on ne la reçoit pas. Ne cherchez pas 107 ans, c'est parce que le code délégataire n'est pas positionné. Alors attention, il se peut que vous l'ayez positionné en début d'année et que lors d'une mise à jour logicielle ou d'une manipulation un peu fortuite, il ait sauté ce code. Donc là aussi, vous pouvez vérifier dans les services en ligne, visualiser et vérifier les DSN, tout ce qui arrive en MSA. Vous avez le détail des contrats tels qu'ils sont paramétrés qui nous arrivent et le détail des cotisations qui nous arrivent. Donc si vous voyez une divergence à ce niveau-là, c'est que le code délégataire a probablement ou n'a pas été paramétré ou a sauté lors d'une mise à jour, ce qui est assez rare, mais ça peut arriver, ou lors d'une manipulation hasardeuse. Voilà. Donc pour le bloc 15, le bloc entreprise, attention, tout part de là. À partir de là, il vous appartient de décliner dans le bloc 70, donc cette fois-ci, c'est le niveau de salarié, l'adhésion en date d'effet du salarié et au risque que vous souhaitez. Donc c'est là que vous allez dire, tel salarié, je l'affilie à ce risque avec telle date d'effet, et vous pouvez également gérer les dates d'effet à 3 mois ou 6 mois, selon les accords. Donc là, tout ça, c'est de niveau salarié. Et enfin, il y a un troisième bloc en DSN qui est tout à fait important, c'est le bloc 86, alors qui est souvent transparent pour vous, parce qu'en fait, il s'incrémente automatiquement, mais c'est une notion qui nous permet de mesurer l'ancienneté. Et c'est à partir de ce bloc qu'on va pouvoir déterminer, nous, à MSA, dans nos contrôles, est-ce que le salarié, par rapport à son ancienneté, va relever de la prévoyance et sur quel risque? Alors, j'attire votre attention parce qu'on a eu des difficultés avec certains logiciels, alors ça va beaucoup mieux aujourd'hui, hein, avec certains logiciels qui prenaient pas les contrats, l'ancienneté contrat par contrat, mais qui cumulaient l'ensemble des contrats chez l'employeur pour faire remonter l'ancienneté. Et là, à la sortie, on se retrouvait avec des anomalies, avec des cotisations prévoyance non déclarées, alors que de fait, elles n'étaient pas dues, mais c'était un problème d'historique. Donc là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais si vous avez une difficulté dans ce sens-là, n'hésitez pas à vérifier le bloc 86. Est-ce que l'historique remonte bien en nombre de jours ou en mois sur le contrat en cours ou sur l'ensemble des contrats chez l'employeur? C'est le contrat en cours qui fait foi. Voilà pour les trois données et qui enchaînent sur les bonnes pratiques DSN. On peut passer à la slide suivante. Les cotisations, donc là, elles sont à déclarer dans le bloc 81 avec le code cotisation 059. Alors là, c'est peut-être une difficulté parce que nous, MSA, nous recevons globalement les créances prévoyance, alors que à votre niveau, elles doivent bien être déclarées. Donc vous avez autant de blocs que de lignes que de contrats pour les salariés. Donc c'est dans le bloc 81 avec un code cotisation 59. Bon, là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de grosses difficultés. Voilà. Et
dernière précision qui me semblait importante, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, alors est-ce que c'est la prévoyance ou pas? C'est les contrats de prévoyance de retraite supplémentaire. Alors là, de façon générale et sur l'ensemble des contrats, la MSA n'a pas de délégation de gestion. Alors même si c'est un contrat Agricas et PCEA, la prévoyance en retraite supplémentaire à aucun moment ne doit être déclarée auprès de la MSA. Donc là-dessus également, soyez vigilants et prenez bien en compte les fiches de paramétrage que les partenaires vous envoient dans ce cadre-là. Voilà, c'était autant de choses que vous maîtrisez, je pense, mais il nous semblait important de vous faire quelques petits rappels et surtout de vous rappeler un petit peu l'enchaînement et l'impact que peuvent avoir vos paramétrages. Voilà, sauf s'il y a des questions, je vais pouvoir donner la parole à Stéphanie qui... Non, on a juste une question, c'était pour Arisio, apparemment, quand on va sur le lien, les salariés à contacter ne sont plus, la liste des personnes à contacter n'est plus d'actualité, donc nous allons nous renseigner pour avoir une façon de joindre Arisio, de voir si nous pouvons avoir un numéro ou des informations plus récentes. Nous les mettrons aussi du coup dans ce que nous mettrons en ligne sur notre site à ce niveau-là. D'accord. Merci Voilà. Stéphanie. Et Donc, sinon, pas d'autres questions. d'accord, Voilà. écoutez, on a vu les bonnes pratiques en DSN. Voilà. On Par va contre, il voir arrive la qu'il y suite. ait des trous dans la raquette, des cotisations qui sont mal ou pas déclarées. Et donc là, on va arriver à ta partie, Stéphanie, qui est la fiabilisation des données en DSN. Je te donne la parole. Merci beaucoup, c'est bien ça. Donc pour la dernière partie, et pas la moindre, nous allons parler de la fiabilisation des données en DSN avec notamment les opérations de cotisation manquantes que nous avons eues l'année dernière sur les cotisations 2023 manquantes ou erronées, et très prochainement, nous aurons la même chose sur les cotisations 2024 et 2025, dont nous sommes en pleine à l'actualité à ce sujet-là. Donc, Patrick, est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Voilà, donc on rappelle quand même que la fiabilisation des données, c'est un enjeu majeur pour la MSA, que ça permet de sécuriser le système, que ce soit les finances publiques, de garantir l'équité des cotisants et d'assurer les droits des salariés derrière, et que tout ça relève de la responsabilité des employeurs. Donc, nous vous rappelons qu'après chaque dépôt, vous pouvez consulter le service en ligne, vérifier les données, voir s'il y a des anomalies et s'il y a surtout les corriger. C'est le but. Voilà. Et pour cela, bon, normalement, vous avez des fiches d'aide, etc. Mais si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours poser vos questions sur une anomalie précise ou autre dans votre espace privé et notre service cotisation y répondra dès que possible. Voilà. Et si les anomalies ne sont pas corrigées, elles pourront entraîner une mise en recouvrement et c'est de ça que nous allons parler par la suite. Donc, l'objectif dans tout ça est d'améliorer la qualité des données, d'encourager la correction des déclarations. Et nous vous rappelons que la fiabilisation des données, ça répond aux attentes légitimes de nos partenaires qui nous ont donné délégation de gestion. Voilà, donc maintenant, donc, comme je vous disais, très prochainement, donc ça sera au plus tard début juin, il va y avoir cette opération sur les années 2024 et 2025. Donc, vous avez sur cette page-là tout ce qui est le processus des cotisations manquantes. Donc, comment cela se passe? Il y a une détection donc, des anomalies qui est faite par notre service, qui va détecter les absences de cotisations, prévoyance ou complémentaires frais de santé, les erreurs dans ces déclarations et les écarts, que ce soit dans le montant ou dans les taux. Donc, une notification sera envoyée aux employeurs. Donc, cette année, le changement, c'est que ça sera fait exclusivement par courrier. Il n'y aura pas de push pour aller retrouver l'information. Donc, vous recevrez un courrier par voie simple avec, si vous avez des cotisations manquantes en 2024 et 2025, deux documents qui précisent qu'il y a des anomalies et le montant donc en anomalie. Par contre, donc, vous aurez le délai réglementaire de contestation de 30 jours, mais avant cela, du coup, il vous appartiendra d'aller, alors pour l'instant, on n'a pas de précision, mais ça, je pense que ça sera comme l'année dernière, dans votre espace privé ou dans les comptes rendus, où vous pourrez retrouver le détail des cotisations qu'on vous demande, que ce soit les salariés concernés, les périodes, et voilà, et les cotisations, si c'est de la prévoyance, du décès, du GIT ou de la complémentaire frais de soins. Vous aurez alors un délai contestatoire de 30 jours
qui vous permettra ou de faire des DSN rectificatives lors du prochain dépôt de DSN, ou alors de demander des précisions ou des justificatifs. Nous allons voir un peu plus loin l'adresse qui permet de le faire. Et à défaut, donc ça sera au plus tard, normalement début septembre, il y aura une mise en demeure avec un recouvrement souhaité de ces cotisations qui n'ont pas été déclarées ou mal déclarées. Donc, à ce niveau-là, Patrick, tu peux avancer, merci. À ce niveau-là, donc vous avez, très important, une seule adresse unique de contact par MSA. Donc, pour le Grand Sud, ça va être complémentaire santé-prévoyance.blf@grandsud.msa.fr. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez les documents la semaine prochaine sur nos sites pour vraiment avoir ces adresses. Et sur Languedoc, la même chose avec la notion de Languedoc en fin d'adresse. De toute façon, sur les courriers qui seront adressés aux employeurs, ces adresses y seront, donc vous pourrez les récupérer. Donc, ce qu'on va vous demander dès que vous allez avoir un courrier précisant qu'il y a une erreur ou un oubli, c'est d'aller vérifier pour les branches prévoyance DCGIT, quel est votre paramétrage et la cohérence des données par rapport donc aux fiches de procédure, aux différentes informations qui ont été transmises. Et concernant la CFS, là, c'est un peu plus complexe, comme tout à l'heure, un peu pour les règles d'affiliation et de dispense. Il y a un processus qui va être différent selon le partenaire. Donc, en premier, nous allons voir pour Agrica. Donc, pour Agrica, donc, le process est simple. On va regarder s'il y a une demande de dispense qui a été faite dans les délais. Donc, si c'est le cas, ça sera à l'entreprise, par l'intermédiaire de ses adresses mail, de nous apporter la preuve du dépôt. Et la demande sera prise en compte dans ce cas-là, avec la date qui sera indiquée sur le document transmis et selon les règles applicables aux dispenses. Et du coup, il y aura ou une émission des indus si des sommes ont été payées, ou l'annulation du coup de la facture reçue concernant le salarié concerné. N'oubliez pas qu'il faut une preuve par salarié, hein. Voilà. Si jamais l'employeur n'a pas transmis la dispense, donc on ne trouve pas ce dépôt, donc on va regarder si des prestations ont été payées pendant l'exercice analysé. Si des prestations ont été versées, du coup, il y aura le maintien des cotisations pour l'antérieur et une prise en compte de la dispense pour l'avenir. S'il n'y a pas eu de prestations versées, il y aura du coup l'envoi d'une attestation que vous pourrez demander du coup également dans le mail qui vous a été communiqué par salarié et avec l'annulation de la créance et la dispense qui sera gérée. Donc ça, c'est pour les personnes, les entreprises affiliées à Agrica. Pour ensuite Mutualia, nous sommes à peu près sur le même principe. Donc pareil, hein, est-ce que la dispense a été fournie au départ? Est-ce qu'il y a la preuve? Si oui, la demande sera prise en compte à effet rétroactif. Sinon, voilà, est-ce que des prestations ont été versées? Par contre, là, si des prestations ont été versées, il y aura le maintien de cotisation. Il n'y aura pas, comme tout à l'heure, à partir d'aujourd'hui, la dispense pourra être prise en compte. Voilà la différence. Bon, ça, c'est tous les partenaires qui ont pris ces décisions. Nous ne sommes pas du coup décisionnaires pour ces décisions qui ont été prises. Et s'il n'y a pas eu de prestations versées, là, ça sera le même cas, l'envoi de l'attestation signée par l'employeur par salarié et l'annulation de la créance dans ce cas-là. Et pour notre autre partenaire Aesio, donc ça reprend les règles qu'avait donné Patrick au début. La dispense au départ doit être de toute façon adressée à Aesio dans tous les cas au moment de l'embauche. Et en cas de réclamation, la MSA va juste vérifier s'il n'y a pas eu un oubli au moment de l'embauche, qu'on a oublié techniquement de saisir cette dispense. À défaut, la réclamation doit être adressée directement à Aesio et c'est eux qui feront le lien avec nous ensuite pour nous transmettre leur décision, annulation de la créance ou autre. Voilà, donc là c'est pareil, donc c'est Aesio directement en cas de non justificatif retrouvé dans nos documents. Voilà ce sujet-là. C'est tout, je pense, à ce sujet-là. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois pas de questions, mais quand même, je souhaiterais revenir sur le principe de la fiabilisation des DSN. Parce que si on en est obligé de passer par ce genre de rectificatif d'émission et de rattrapage, c'est parce qu'en amont, il y a eu des erreurs déclaratives. Donc, pour éviter tout cela, on ne peut que vous inviter à vérifier chaque mois, on le dit, on le répète, mais ça me semble primordial,
Pour les employeurs, pour la gestion, pour les droits des salariés, vérifiez vos DSN, vérifiez les anomalies, les comptes rendus métiers. S'il y a besoin d'accompagnement, on est là pour vous accompagner et pour répondre à vos questions. Mais il vaut mieux travailler en amont les anomalies plutôt qu'arriver à la sortie. Et on a encore beaucoup, on a eu des volumétries qui nous ont un peu effrayés. Plutôt qu'en aval, gérer des processus de mise en demeure, enfin voilà, c'est l'intérêt de personne. Donc il vaut mieux travailler en amont sur la qualité de vos DSN, sur la fiabilisation, sur les anomalies, quitte à revenir vers nous s'il y a des problèmes d'interprétation, des besoins d'accompagnement, plutôt qu'attendre d'être rattrapé entre guillemets par la patrouille en aval un an plus tard, avec toutes les difficultés, la charge de travail que ça engendre de part et d'autre. Voilà, c'était un petit peu l'aparté. Voilà, merci. Donc, nous venons de mettre dans le fil de discussion un questionnaire de satisfaction. Donc, avant de nous quitter, je vous invite à le compléter. Donc, nous avons répondu à beaucoup de questions. Pour celles à laquelle nous n'avons pas pu répondre, ben, nous le ferons très prochainement si nous pouvons répondre aux personnes concernées. C'est vrai que là, c'est très, très pointu. Donc, on a essayé de répondre au mieux, mais voilà, il y a des cas vraiment très très particuliers, comme vous pouvez le voir. Dans tous les cas, vous pouvez toujours demander au service de gestion des complémentaires si c'est des questions vraiment pointues. Ils seront là exprès, c'est eux les vrais techniciens dans ce domaine-là. Voilà. En tout cas, ben, écoutez, nous vous remercions tous les trois pour votre présence, pour vos nombreuses questions. Voilà, nous espérons, parce que ça a été très très long à mettre en place, avoir répondu à beaucoup de demandes. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, Au bonne fin de revoir. journée. Au Au revoir. revoir.